À 6h16, ouverture du kiosque d'Europe 1. Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes. Marion Calais pour les régions, Ève Roger pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour l'écho, Eva Rock devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Petit retard au décollage pour Eva Rock. La presse nationale pour commencer. Je te déteste, moi non plus. Libération dégaine en une un sondage sur l'Europe. 68% des Français jugent que les décisions de l'Europe sont allées dans le mauvais sens. 54% que l'Union a une politique d'accueil un peu trop généreuse avec les migrants. L'enfer c'est les autres, résume Libé. Mais si même si l'enquête révèle un paradoxe, il y a un repli vis-à-vis de l'Union européenne qu'on n'aime pas, mais qu'on ne veut pas quitter. Ça, c'est 61% des personnes interrogées qui disent ne pas vouloir quitter l'Union européenne. L'Europe, c'est pas si mal, semble répondre aujourd'hui en France, qui en fait également sa une et nous rappelle qu'elle est un formidable foyer d'innovation, qu'elle nous a apporté la stabilité économique, le progrès, mais aussi la paix. Le dessinateur Rançon a d'ailleurs croqué un couple en pleine discussion. Lui, ce qu'il y a de bien avec l'Europe, ça nous a apporté la paix. Elle, on verra si tu continues à dire ça, si c'est l'Allemagne qui gagne jeudi soir. Un peu plus loin, le quotidien, comme tous les autres, revient sur la loi travail. 22, revoilà le 49.3. L'opinion s'agace du psychodrame sans fin. Valls acte sa mise en minorité, mais s'obstine à passer en force, s'énerve l'humanité, qui accuse le Premier ministre de choisir la lutte des clashs. 5 mois pour presque rien, regrette, mais pas pour les mêmes raisons, le Figaro, qui déplore non pas la forme, mais le fond, avec un texte bien éloigné des ambitions initiales. Et puis il y a 20 minutes et cet article titré « Le baiser de l'âme au geste ». Mais c'est le sous-titre qui est intéressant, écoutez bien. Ce mercredi, on célèbre la journée internationale de la galoche. La pelle, la galoche, le patin sont à la fête, écrit le gratuit, qui nous propose un abécédaire. Bon, le smack, tout le monde sait ce que c'est le smack. Oui. C'est sur la bouche, comme ça. Ouais. Le bisou esquimau. Oui, c'est avec le nez. Avec le nez, Oui. exactement. Et le French kiss. Avec Sur la la langue. Dis donc, vous. Avec la langue. Au fait, savez-vous pourquoi on parle de French kiss, Julie? I Non, don't know, peut-être par des films, à cause des films, et avec des baisers en gros plan avec la langue. calmez-vous. Ça vient des observations d'un chercheur néerlandais qui, en 1926, a observé un couple de Bretons. Il s'appelait Monsieur et Madame Maréchin. Et les bienheureux, Monsieur et Madame Maréchin, passaient des heures à mutuellement, je cite, explorer et caresser la cavité intérieure de la bouche Ah de non, l'autre, alors dit comme ça, non. en y plongeant la langue. Oh non. Excusez-moi, je vais relever le niveau. Ce que les Romains appelaient le suavum. L'appel, quoi. Voilà. Bon, Marion Calais, un bisou. 3-1 dans la presse quotidienne régionale, s'il vous plaît. Le calendrier qui se précise après le oui à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, c'est dans Presse Océan. Évacuation des 200 à 300 zadistes prévue en octobre, assure le quotidien qui relaie une source gouvernementale. De la joie aussi dans vos journaux, celle de ceux qui ont décroché leur bac. Celle aussi des écoliers qui sont en vacances depuis hier soir. Youpi, l'école est finie, titre le Berry républicain. Rentrée maintenant le 1er septembre. La Provence, de son côté, s'interroge ce matin. Le stade Vélodrome sera-t-il vide ? Pas demain pour le match France-Allemagne, là, mais la saison prochaine pour l'OM. Beaucoup de supporters attendent en fait de savoir comment va évoluer le club cet été pour renouveler ou pas leur abonnement. Pour l'instant, à peine 6000 renouvellements à 5 semaines de la reprise, alors que l'objectif a été fixé à 30 000. Et à propos de l'OM, vous savez qu'on sera en spécial demain matin avec la matinale, Jean-Marc Morandini, Thomas Touroud. On sera à l'OM Café d'ailleurs pour ceux qui veulent venir nous faire un petit coucou. L'histoire du jour, c'est la réponse du berger à la bergère, ou plutôt à la mère. Ça fait la une des pages Essonne du Parisien. Oui, ou la réponse d'un banlieusard à une Parisienne, le maire de Lina dans l'Essonne, ou Linas, je ne sais pas très bien comment on dit. Linas réplique. J'ai fait mon service là-bas, madame. Le maire de Linas J'ai rien fait. réplique, donc je vais finir et puis vous raconter après. Réplique aux restrictions de circulation imposées. Première classe Calais. Vous savez, la semaine dernière, il y a eu ces restrictions imposées aux véhicules les plus anciens, les plus polluants, donc, et François Pelletan va signer en retour François Pelletan, rien à voir avec l'article précédent. un arrêté pour limiter le passage des Parisiens par sa ville en juillet et en août. Ça va être n'importe quoi. Du vendredi midi au lundi matin, 5h. En clair, pour les départs en vacances, on va résumer. Parisiens, ne passez pas par chez moi. Et l'élu est même prêt à mobiliser des agents de police municipale pour guetter d'éventuelles plaques 75 qui passeraient par là. Si les voitures sont pleines de bagages, il sera difficile pour les conducteurs de nier qu'ils partent en vacances. En revanche, les Parisiens qui souhaitent venir boire un coup chez nous restent les bienvenus. Bah oui, quand même, il est pas fou le maire. Le contrôle à la carte, ça risque d'être un peu compliqué. D'ailleurs, un élu de l'opposition assure que le maire cherche juste à faire parler de lui. N'empêche, si l'arrêté est rejeté, eh bien François
Pelletan, c'est donc son nom, assure qu'il attaquera en justice la mairie de Paris pour ses mesures de restriction de circulation. Bonne ambiance entre voisins. Ce matin, on va aux États-Unis à la rencontre d'Hillary Clinton qui est très très soulagée, Roger. Oui, vous venez de l'entendre dans le journal de 6 heures, la candidate démocrate à la Maison-Blanche va pouvoir continuer sa campagne sans risque de disqualification. Plus d'épée de Damoclès au-dessus de la tête puisque le FBI a déclaré hier qu'il ne demandait pas de poursuite contre elle au sujet de l'affaire des emails. Ah oui. Alors l'affaire des emails, qu'est-ce que c'est ? Petit retour en arrière. Hillary Clinton, alors qu'elle était chef de la diplomatie américaine, a utilisé pendant 4 ans, de 2009 à 2013. Oui, Axel, vous le savez, mais je le rappelle quand même. Jean-Philippe Ballas nous l'a raconté 10 fois, cette histoire. Elle utilisait sa boîte mail privée et n'utilisait pas les mails cryptés du gouvernement américain. Et pourquoi c'est interdit, Axel ? D'abord pour Parce des raisons... que c'était pas crypté quand c'est privé. Des raisons de sécurité, vous venez de le dire. Pardon. Non, on discute, on est au comptoir. Là. Mon sujet va être vendangé, comme le tien, Marion. Donc, interdit pour des raisons de sécurité, interdit pour des raisons politiques, historiques aussi, parce que tous les mails de personnes aux responsabilités comme ça doivent être archivés. Et le pire, je ne sais pas si vous le savez ça, Axel, le pire, c'est qu'avant de les rendre sous la contrainte pour l'enquête au FBI, eh bien, elle en a détruit près de la moitié. Ça représente des milliers. Alors, ce qui concerne le mariage de sa fille ou son pressing, et ça c'est véridique, hein, c'est pas grave si personne ne les a lus, mais il y en a peut-être d'autres qu'elle a dissimulés, plus sensibles. Donc, ce matin, le Washington Post titre « Un grand jour pour Hillary Clinton », mais le Guardian, lui, publie les tweets rageurs de Donald Trump. Celui-ci, le système est truqué, très très injuste, erreur de jugement, et l'autre, le directeur du FBI a déclaré que la malhonnête Hillary avait compromis notre sécurité nationale et pas de poursuite. Waouh! Waouh, je crois que c'est le sommet de la pensée politique de Donald Trump. Waouh. Axel de Tarlet, ces patrons qui ont réussi 100 bacs, c'est à lire dans les Échos. Hier, c'était les résultats du bac. 8 candidats sur 10 l'ont obtenu du premier coup. Oui. Gérard Mullier. Alors, il y a Gérard Mullier d'Auchan, bravo, qui a raté son bac à 18 ans. Il y a aussi François Pinault, 8e fortune française. Il se targue de n'avoir pour seul diplôme que le permis de conduire. D'ailleurs, c'est un diplôme. Serge Papin, le patron de Système U, BEP de commerce. Il a commencé comme manutentionnaire chez Intermarché. Jean-Claude Decaux, numéro 1 mondial immobilier urbain. Jean-Claude Bourrelier, c'est le fondateur de Bricorama. Il a travaillé il a commencé à 14 ans comme apprenti boulanger. Alors ce sont des exemples brillants, mais ça reste des exceptions, non ? Oui, et malheureusement c'est de plus en plus rare. J'ai regardé les statistiques de l'INSEE. En 2006 encore, vous aviez 15% des créateurs d'entreprises qui n'avaient aucun diplôme. C'est moins de 10% aujourd'hui. Alors pourquoi ? D'abord parce qu'il y a de plus en plus de Français qui ont le bac. 88% qui ont le bac. Par exemple, il y a 10 ans, c'était 82%. Mais il y a une autre raison, c'est que pour les fameux décrocheurs, eh bien, l'ascenseur social, on le sait, marche de moins en moins bien quand on vit dans les quartiers difficiles, qu'on n'a pas la bonne adresse, qu'on n'a pas les codes. On vous tend de moins en moins la main dans ces quartiers difficiles. Et c'est pour cela, je terminerai là-dessus, que j'encourage Uber, qu'il faut encourager Uber, parce que vous savez, pour beaucoup de gens en difficulté, qui n'ont pas de diplôme, Uber, c'est la seule occasion, souvent, de se lancer en auto-entrepreneur, de construire sa petite affaire, et pourquoi pas de terminer comme François Pinault, 8e fortune mondiale, française. C'est pas mal quand même comme perspective. Oui, on commence auto-entrepreneur et on termine. Je serai François Pinault. Voilà. Et elle se prend pour Mylène Farmer ce matin, Eva Rock. Mylène Farmer sur les pas d'une icône, c'est à 20h55 sur TMC. Maman a tort. 2, c'est beau l'amour. Vous vous souvenez de cette chanson ? Évidemment, c'est la première, non ? Oui, exactement. C'était en 1984 et Mylène Farmer, elle avait 23 ans à l'époque. Elle sortait son premier tube et pourtant elle pensait devenir... Elle faisait moins jeune qu'aujourd'hui. Oui, on est bien évidemment, oui. Allez-y, continuez. Mais sortez. Et bien en fait, pourtant, elle voulait pas devenir chanteuse, elle voulait devenir comédienne. Mylène Farmer, vous allez le découvrir dans ce documentaire ce soir. Et à l'époque, en effet, elle fréquentait le fameux cours Florent avec Vincent Lindon. Je pense que Mylène m'aime énormément. Et je lui rends bien, je l'aime énormément. Je l'aime passionnément. Oula. Et Mylène Farmer va pourtant s'accomplir, non pas comme comédienne, mais dans la chanson. Alors 20 ans de tube, elle fera quand même aussi des clips cinématographiques dont on se souvient, et évidemment des grands shows, mais parce que la scène, évidemment, c'est ce qu'elle préfère. Probablement le moment, effectivement, où j'ai un vrai sentiment de liberté. Pas d'entrave, pas de tabou, rien. Une liberté. Alors si elle aime la scène, parle, exactement. C'est ce que j'allais vous dire, c'est que les interviews, elle déteste ça. Résultat, c'est vrai qu'on ne sait pas grand-chose d'elle. Son public, apparemment, on s'en moque totalement. Jamais une artiste française a déchaîné autant les foules. Et écoutez ce que raconte Sting, avec qui elle a enregistré un titre l'année dernière. J'ai discuté avec une Française à New York l'autre jour.
Et elle m'a dit que Mylène représentait pour toute une génération de jeunes femmes françaises la résistance. Le sentiment d'avoir le droit d'être différente. Alors, je vais vous faire un aveu. Je ne suis absolument pas fan de Mylène Farmer. Je suis jamais allée à un de ses concerts. Et pourtant, j'ai pris un grand plaisir à regarder ce documentaire. D'abord, à réentendre tous ses tubes, revoir surtout les clips qui sont quand même des petits bijoux cinématographiques. Et puis, de découvrir aussi des pans entiers de ses concerts que je n'avais jamais vus. Vraiment, c'est formidable. Le documentaire est évidemment quelque peu lénifiant, mais à la rigueur, ça n'a pas trop d'importance. Et puis surtout, j'ai été surprise par sa voix, qui est décrite par sa coach vocale, qui est chanteuse lyrique de métier. Elle est capable de sortir un contre-ut comme une grande cantatrice. Thomas, c'est tout de suite. Vous étiez à la chorale de l'INAS, de la caserne militaire. Absolument. Écoutez la belle voix de Mylène Farmer. Non, bon, on va peut-être y aller parce que sinon on va finir à 9h30 là, comme on est parti.